Il faut d'abord savoir que le Rwanda est un pays assis sur le mensonge. C'est un empire qui fonctionne à renfort de trolls et des réseaux de manipulation depuis de longues années. L'absence du président rwandais prouve un certain nombre de choses. D'abord que c'est lui l'autorité morale du M23, le père qui a refusé de donner la mort à sa créature monstrueuse, qui a été créée d'ailleurs à l'image un peu de ce que lui a coutume de faire. Pourquoi? Il ne faut pas compter sur nous, comme République démocratique du Congo, pour donner une prime aux violeurs, pour donner une prime aux tueurs, pour donner une prime aux pilleurs. Ce n'est pas parce que l'armée rwandaise intensifie ses opérations sur notre territoire que son pantin va se faire le privilège d'être à la table avec le gouvernement. Il faut oublier, c'est totalement exclu. Même si ils avancent. Oui, le fait d'avancer ne veut rien dire. En réalité, pour nous, dans la ligne qui est la nôtre. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. Posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai tosangani ensemble na moke toza nango tosungi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susa benitio mpo na biso ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi nde fu basunga bato ya boye po apesa bango makoki pour sensibiliser même avec la Congo. Fondation Alimasi Iyongo et Génie, toujours. Bienvenue à tous. Je sais que vous êtes très nombreux à attendre ce plateau, les tout derniers de 2024, pour les porte-parole du gouvernement. Je sais que vous êtes très nombreux à saisir le pouls de la RDC en ce moment, où nous clôturons cette année 2024. Comment ça a été cette année sur le plan économique, sécuritaire, social, mais aussi sur le plan de mieux vivre ensemble pour que 2025 augure peut-être des jours meilleurs. Nous allons avec le porte-parole du gouvernement passer en revue le bilan de cette année qui s'achève, mais surtout des annonces parfois exclusives par rapport à 2025. Voici, pour clôturer 2024, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya. Venez, monsieur le ministre, tout le monde vous attend. Bonsoir. Bienvenue. Merci. Toujours fringant, Patrick Mouyaya. À votre image. L'éternel jeune porte-parole du gouvernement, reconduit. On ne fait jamais carrière dans la jeunesse. La preuve, oui. Vous l'étiez, vous ne l'êtes plus. Non. Moi non plus d'ailleurs. Mais Patrick Mouyaya, on dit c'est l'oreille de Fachi. C'est l'homme, quand il parle, c'est ce que pense le président. Vous avez toujours des pépites, je ne sais pas où vous les trouvez. Ben, j'écoute un peu l'opinion. Hein. Enfin, vous savez, l'autre fois, je vous avais dit que j'étais des chouchous pendant la campagne électorale. Je n'ai aucune responsabilité sur vos propos. Et les événements m'ont donné raison. Ce qui est sûr, le chouchou pendant la campagne, c'est le président de la République, 70%. Non, le chouchou du président. Vous étiez très bien élu à Bandal. Ça, non, ne m'entraînez pas sur ces terrains. Ça souffre d'aucun doute. Installez-vous, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je suis très content de vous recevoir parce que lorsque j'ai annoncé cette émission aujourd'hui, nous sommes dimanche, pour ceux qui nous suivent en direct. Alors, qu'il y ait des questions qui arrivaient. Patrick Mouyaya, il puise où son courage pour être toujours positif, même si ça ne va pas? Mais d'abord parce que, vous savez, nous sommes ce que nous pensons et on a toujours pensé positif. Et il y a quelque chose de puissant qui se passe dans ce pays, mais que beaucoup de gens ne perçoivent pas. C'est que nous avons d'abord un président de la République qui a beaucoup de foi,
et qui a dédié ces pays au Seigneur. Beaucoup de foi. Oui, je suis chrétien, je crois beaucoup en la force de la foi, et je me souviens qu'à ma première campagne électorale, lorsque nous discutions avec mon équipe, évidemment au départ, on n'avait pas toujours ce qu'il nous fallait, mais je leur disais qu'avec la foi, dans la Bible, il est dit qu'on peut soulever de montagnes. C'est-à-dire que si vous avez la foi, vous avez la force de porter le mont Kilimandjaro derrière votre dos. C'est ça la signification de la foi. Et c'est ce que nous expérimentons depuis des années, et c'est ce qui est en train de se passer aussi pour la République démocratique du Congo. Nous aurons le temps de les démontrer d'ailleurs dans cette émission. Je vous informe que, en tant que journaliste, je collecte des infos. Vous êtes attendu même à Rutshuru, au moment où on commence cette émission. C'est-à-dire que ce que vous allez annoncer aujourd'hui, ce que vous allez dire aujourd'hui, l'appréciation que vous allez dire, les annonces seront scrutées à la virgule près. Ben, à Rutshuru, les compatriotes qui sont là-bas doivent savoir que nous sommes d'abord solidaires et que tout sera fait pour qu'ils ne soient plus sous les jougs des agresseurs et des terroristes. C'est les messages qui leur est destiné ce soir. Et le président de la République a dit et redit d'ailleurs qu'il est hors de question de penser qu'on peut négocier avec les terroristes qui maintiennent nos compatriotes de cette partie du pays sous les jougs. Et d'ailleurs, on a vu des images où les Congolais bravent la peur et ils disent non. C'est illustratif justement de l'esprit qui doit nous caractériser en ces temps-ci, et je pense que la victoire sera certaine de notre côté. Pour vous, 2024 s'achève bien en RDC? Bah, écoutez, ça dépend par quel bord vous voulez le regarder, mais 2024 s'achève plutôt sur des notes positives. S'il faut parler d'économie, vous vous souvenez à l'arrivée du gouvernement de la première ministre Judith Suminwa, regardez les taux de change qu'il était, regardez le taux de change aujourd'hui, ce qu'il en est. Donc il y a eu baisse de prix qui a commencé au niveau notamment de grossistes. Le carburant, on pensait qu'il y aurait pénurie, mais les prix du carburant a baissé. Et il y a plutôt, avec nos partenaires de FMI, Banque mondiale, nous avons pu engranger à peu près 2,5 à 3 milliards de dollars. Et donc nous terminons 2024 sous des signes plutôt positifs, et nous pensons qu'en 2025, cela sera consolidé pour que le président de la République, dans le cadre de ces 6 engagements, les Congolais puissent comprendre non seulement la vision qu'il y avait derrière, mais surtout puissent ressentir les effets de cette gouvernance pilotée par la première ministre Judith Suminwa, évidemment sur les orientations du président. On va y arriver domaine par domaine. Si vous permettez, on va regarder ensemble l'état des lieux, travail effectué par la rédaction de Télé 50. Et juste après, je vous demanderai de faire parler votre cœur. Que le politique qui sommeille en vous, parce que à un moment donné, on sent l'animal politique qui s'exprime, que les Congolais, qui est aujourd'hui confronté à la hausse de prix, à la saleté de Kinshasa, à Bunagana qu'on n'a pas, et puis à la constitution que vous voulez changer. On va parler de tout ça. On va parler de tout ça. Voyons ce que Télé 50 a fait. Arrivé presque 6 mois après la prestation de serment du président de la République, le gouvernement Suminwa, le tout premier de l'histoire du pays dirigé par une femme, est sans doute celui qui a le plus donné de l'espoir suite à la campagne électorale triomphale du président de la République qui a débouché à un score historique de plus de 70%. L'équipe Suminwa trouve surtout le pays privé d'une partie importante de son territoire dans l'Est, province du Nord Kivu sous état de siège. Félix Tshisekedi, qui a affirmé être en mesure d'attaquer le Rwanda voisin agresseur, a choisi de privilégier une fois de plus la voie du dialogue avec une nouvelle formule de Luanda après les échecs constatés à Nairobi. Une bonne foi, diversement accueillie dans l'opinion, considérant cela parfois comme une faiblesse de l'appareil militaire congolais, d'un côté, et de l'autre, comme l'intérêt de préserver les vies des paisibles citoyens qui sont de plus en plus nombreux à se masser aux portes du chef-lieu de Goma dans des conditions inhumaines. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, vient une fois de plus de montrer sa volonté de résoudre pacifiquement le conflit en se présentant à Luanda il y a un dimanche, mais c'était sans compter sur la position de celui qu'il désigne comme son agresseur direct, Paul Kagame, absent du rendez-vous.
Une posture qui expose aux yeux du monde la réalité du conflit et les ambitions d'une partie bien définie. Kinshasa à la manœuvre a lancé la même semaine une plainte contre les géants de la technologie Apple. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a annoncé au cours d'un briefing tenu le mardi 17 décembre 2024 que les avocats de la République démocratique du Congo ont déposé une plainte contre Apple à Paris en France et à Bruxelles en Belgique. Le gouvernement congolais accuse la multinationale américaine d'utiliser dans ses téléphones des minerais exploités illégalement sur le territoire congolais par le Rwandais Paul Kagame. Selon le porte-parole du gouvernement congolais, il y a des soupçons qui font qu'aujourd'hui, au-delà de la mise en demeure qui a été faite et qui n'a pas obtenu la suite escomptée, d'aller un peu plus loin. Entre-temps, à l'approche des festivités, le gouvernement qui a positivement fait parler de lui avec la baisse des prix du carburant, qui a été un problème énorme l'an dernier encore, a émis le vœu d'abaisser les prix des denrées des premières nécessités. La première ministre, qui se présente comme celle qui protège le panier de la ménagère, a pu compter encore sur ce coup sur son ministre de l'économie Mukoko Samba. Une annonce a été faite officiellement avec les patrons des entreprises sur certains produits essentiels, mais la suite sur le marché également continue de se faire attendre en attendant que les stocks précédemment acquis soient vidés. Le pays termine donc la première année du deuxième mandat de Félix Tshisekedi avec un débat sur le changement ou la révision de la Constitution, alors qu'une sérieuse crise socio-économique et sécuritaire secoue les esprits. Patrick Muyaya, ministre porte-parole du gouvernement, vous avez réfuté les qualificatifs des chouchous du président et le ministre le plus vu, le plus écouté et ici à l'étranger. Les Rwandais disent que Patrick Muyaya, il fait du populisme alors que ils ont tort, eux, la RDC, de ne pas tenir compte de la géopolitique régionale. Écoutez, d'abord, il faut savoir... La géopolitique, c'est qu'à Nairobi, on n'a pas beaucoup réussi, on vient d'échouer à Luanda, Kagame a des soutiens au niveau international, même la MONUSCO qui vient d'être reconduit, dans les communiqués, aucune condamnation de Kagame. Bon, écoutez, je veux vous répondre point par point, j'espère que vous me laisserez le faire. Il faut d'abord savoir que le Rwanda est un pays assis sur le mensonge. C'est un empire qui fonctionne à renfort de trolls et des réseaux de manipulation depuis de longues années. Des bien longues années. Il fallait attendre l'arrivée aux responsabilités en RDC du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui avait choisi dès le départ l'option de la discussion de la paix parce que finalement Rwandais et Congolais sont deux frères et ils ont le droit de vivre dans des conditions pacifiques, y compris pour faire des affaires et commercer. Mais c'était sans compter sur le côté, j'allais dire, et je pense que le mot n'est pas fort, diabolique, du président rwandais, qui a appris à s'abreuver du sang sans arrêt pour continuer à faire vivre son pays. En réalité, la guerre qui est faite à RDC, c'est la guerre qui fait que le Rwanda vive. Et c'est pourquoi vous voyez qu'ils sont prêts à tout, à mentir, à manipuler, à tuer, à menacer, à violer, parce que pour eux, avec la stabilité dans l'est de la RDC, le régime rwandais va s'effondrer parce qu'il s'est construit sur ça. Ça, c'est d'abord la réalité. Et par la suite, vous savez, nous, dans la suite du président de la République, qui est lui-même le commandant suprême de tous les fronts, on a le front militaire, le front diplomatique, le front économique, le front judiciaire et les fronts médiatiques. Et aujourd'hui, si vous allez point par point, vous allez voir qu'il n'y a aucun front qui n'a pas avancé. Ah bon? Je veux commencer par vous donner un exemple, parce que vous avez parlé de Luanda. Oui. On nous a humiliés à Luanda. Non, attention. Attention. Qui a été humilié? Mais nous sommes allés Kagame a refusé de venir. La question, c'est que lorsque le président de la République, qui m'a fait le privilège de l'accompagner pour ce voyage à Luanda, le président de la République savait que le président rwandais ne venait pas parce qu'il y avait des équipes qui discutaient en amont. Mais le président de la République est parti d'abord par
courtoisie et par respect pour les facilitateurs angolais. C'est une invitation reçue d'un chef d'État et vous avez donné votre parole, vous avez confirmé. Il était nullement question pour le président de la République bienséant de décliner et de ne pas répondre à l'invitation. Est-ce que Lorenzo joue franc avec nous? Laissez-moi continuer. Je l'avais dit que c'était important. Oui. Et donc, il fallait pour nous qu'on s'y rende. Et nous nous y sommes rendus comme prévu. Et comme, sans étonnement, on a vu le président rwandais n'est pas venir. Cela ne nous a pas du tout surpris. Parce que nous savions qu'il ne serait jamais en mesure de venir, lui, regarder le président Tshisekedi en face et signer son arrêt de mort, en réalité. Bon. Parce que lorsque je vous ai fait la description tout à l'heure du régime rwandais, qui s'est construit depuis 30 ans sur le dos de la RDC, d'ailleurs, vous avez vu que Apple, par exemple, a dit qu'il ne s'approvisionnerait pas sur les ressources qui viennent de la région. Je veux encore en arriver parce que ça, c'est une question qui touche à la fois au front économique, judiciaire et médiatique. Et donc, pour rester d'abord dans ce qui se passe à Luanda, l'absence du président rwandais prouve un certain nombre de choses. D'abord que c'est lui l'autorité morale du M23, le père qui a refusé de donner la mort à sa créature monstrueuse, qui a été créée d'ailleurs à l'image un peu de ce que lui a coutume de faire. Pourquoi lui, le président rwandais, va refuser de répondre à une invitation de son homologue angolais pour venir finir avec tout ce qu'il y a comme situation dans l'Est de la RDC, sous prétexte, et alors, il a sorti une dernière cartouche pour dire que nous, on ne pouvait pas signer un accord avec le Rwanda parce que nous devons d'abord préalablement discuter avec les M23, négocier avec les M23. Mais justement, c'est d'abord, je ne voudrais pas aller... non, il a dit... On est de mauvaise foi. Je ne voudrais pas aller dans la polémique avec le ministre des Réseaux sociaux. Il n'est pas de bon aloi. Il n'est pas de bon aloi qu'à une certaine hauteur par rapport à nos fonctions de montrer qu'on s'agite. Et justement, dans ces agitations, nous notons que c'est de ces côtés-là qu'il y a la panique parce qu'ils sentent les besoins, eux, de s'expliquer sur ce qui s'est passé. Mais donc ici, ce qu'il faut garder du fait que le président rwandais n'est pas venu, c'est que d'abord, les M23, c'est vraiment un mouvement de pantin. Pantin? Ouais, parce que si lui, le président rwandais, qui a créé, qui finance, qui alimente, qui communique, qui manipule le nom du M23, n'a pas voulu lui venir faire la mise à mort de son mouvement, il a avoué ces jours-là qu'il en était l'autorité morale. Et donc, lorsque nous disons, lorsque le président de la République dit que nous allons discuter avec le Rwanda, c'est parce que dans ces conflits, nous le sommes avec le Rwanda. Et pas un mouvement de terroristes pantins que l'on présente devant l'opinion, mais qui en réalité ne peuvent absolument rien dire. Ils subissent les dictats du maître. Donc il n'est pas venu, première chose. Deuxième chose, si vous avez suivi ce qui s'est passé vendredi au Conseil de sécurité. Si vous avez suivi les déclarations de Mme Linda Thomas-Greenfield, l'ambassadeur des États-Unis, qui a fustigé l'hypocrisie de certains qui n'ont pas pris le courage, comme eux les Américains, mais eux aussi pointer du doigt le Rwanda. Les Américains. Écoutez, ils financent les Rwandais, ils entraînent, ils donnent même la couverture satellitaire. On va rentrer. Ils peuvent avoir un double discours. On va rentrer dans ce débat. Au moins, il y a une chose qu'il faut reconnaître, c'est qu'ils appellent les mal par le mal. Et qu'il y a eu, évidemment, ce ne sera peut-être pas les sujets, sinon ça prendrait toute une émission, des jeux. Mais ce qu'il y a, et ce qu'il faut noter lorsque vous lisez, je pense, le paragraphe 25, je n'ai pas le souvenir exact de cette résolution, vous allez lire qu'on fustige le Rwanda, qu'il est demandé au Rwanda, mais dans la résolution qui a été adoptée à l'unanimité. La question, c'est pas parce qu'on n'a pas cité le Rwanda que la résolution ne vaut pas. Lorsqu'on parle d'un pays, des rapports qui sont documentés par les groupes d'experts, et tout le monde sait aujourd'hui que c'est le Rwanda qui est sur le territoire de la RDC qui commet des crimes. C'est connu. Et l'absence du président Kagame, qui a fait réagir, y compris le groupe international de contact, si vous lisez leur communiqué, le Rwanda diplomatiquement est mis à l'étroit. Et donc là, je commençais sur le front diplomatique. S'il faut qu'on aille sur le front militaire,
Parce que justement dans la stratégie, nous sommes dans une guerre. Et dans une guerre, on peut concéder. Ok, vous perdez une bataille, mais cette guerre, nous la gagnerons. Mais quand vous pouvez en être sûr que nous la gagnerons. Parce que non, JMK, il faut savoir que il faut savoir que cette guerre dure 30 ans. Lubero. Cette guerre dure 30 ans. Non, on va reparler de Lubero un moment. Laissez-moi continuer dans mon cheminement. Parce que justement, il y avait une posture pensant pouvoir nous faire fléchir. On a déployé les meilleurs éléments de leur force spéciale. Beaucoup ont perdu la vie. Les Rwandais. Mais bien sûr, beaucoup ont perdu la vie. Mais bon, malheureusement, il est interdit de faire le deuil. Quand on est militaire rwandais et qu'on décède au Congo, on sait qu'il y a un omerta là-bas. Pourquoi on ne communique pas dessus? De toute façon, JMK, si on tue les gens, il faut qu'on les monte. Je progresse. Parce qu'on a voulu maintenant utiliser l'armée pour essayer de gagner quelques kilomètres ou quelques portions du territoire. Pensons nous faire fléchir. En disant que bon, parce qu'ils essayent d'avancer, que nous, à Luanda, on va dire, écoutez, non, venez, on négocie. Eh bien, le président de la République l'a encore rappelé hier à la grande famille, à la grande famille de l'Union sacrée, que nous ne négocierons jamais. Jamais. Le cadre pour régler, parce que vous aviez parlé de Nairobi tout à l'heure. Oui. Le cadre pour régler les problèmes des groupes armés, y compris le M23, c'est Nairobi. Donc tous les groupes armés. Et c'est lui, parce que lorsque le président Lorenzo invite le président Tshisekedi et le président rwandais à Luanda, le président Lorenzo invite aussi le président honoraire kenyan, Uhuru Kenyatta, qui est lui facilitateur désigné par la communauté de l'Afrique de l'Est pour être celui qui va piloter les discussions avec les groupes armés. Alors ici, il ne faut pas compter sur nous, comme République démocratique du Congo, pour donner une prime aux violeurs, pour donner une prime aux tueurs, pour donner une prime aux pilleurs. Ce n'est pas parce que l'armée rwandaise intensifie ses opérations sur notre territoire que son pantin va se faire le privilège d'être à la table avec le gouvernement. Il faut oublier, c'est totalement exclu. Même si ils avancent. Oui, le fait d'avancer ne veut rien dire. En réalité, pour nous, dans la ligne qui est la nôtre, Jean-Marie Kassamba, au début de ces processus, le président de la République, je pense en avril 2022, il a eu l'occasion de s'adresser aux groupes armés. Pour dire, écoutez, par vidéoconférence. Oui, et donc, aujourd'hui, ce n'est pas ceux qui ont pris les armes en ce moment-là, ou qui ont été armés par le Rwanda, qui doivent penser que parce qu'ils se sont donné le droit de tuer, qu'ils obtiennent le droit d'être assis à la table avec les officiels congolais discuter. Non. De toute façon, vous avez vu avec l'attitude du président rwandais qu'il a revendiqué la paternité du M23. Lui qui a toujours chanté que c'était un problème congolais, il a prouvé que c'est d'abord un problème rwandais. Mais il a dit que c'est un problème de sécurité nationale parce qu'il y a, nous connaissons les FDLR, nous connaissons le fameux les mercenaires que les Ougandais veulent tuer. Je veux vous dire, bon écoutez, on ne va pas rentrer sur les déclarations encore une fois qui remplissent les réseaux sociaux. Oui. Je reviens pour vous dire qu'au début de cette guerre, les Rwandais avaient 3 mensonges. 3. Parce que je vous ai dit, au début, c'est l'empire du mensonge. Donc, les 3 mensonges caractérisés, c'était d'abord on disait qu'en RDC, il y a un discours de haine. Vous vous souvenez de ce qu'on disait? Oui, mais je suis désolé. Vous avez vu la récente mise en place dans l'armée. Vous savez que le ministre d'État, le ministre des Infrastructures qui s'occupe de tous les chantiers de RDC. Donc, c'est quelque chose qui n'existe pas chez nous dans un pays de 100 millions d'habitants où nous avons de minorités partout. Balayé. Le deuxième prétexte, c'était la présence des réfugiés. On a rappelé des faits historiques avec des chiffres à l'appui. Il y a plus de réfugiés rwandais au Congo que des réfugiés congolais au Rwanda. C'est des chiffres qui ont été contresignés sur des rapports entre Rwandais et Congolais sous les auspices de Philippe Augrandi au commissariat pour le réfugié. C'est acté. Et d'ailleurs, aux réunions qui se tiennent de manière régulière, plusieurs fois, les Rwandais se sont abstenus. Bon, c'est une autre paire de manches. Le troisième mensonge habituel, c'est la question des FDLR. Parce que dans cette dynamique, le président de la République a dit, écoutez, on va
l'amener jusqu'au bout de sa logique. Et donc, on a détricoté systématiquement tous les mensonges, y compris de celui de dire, bon, écoutez, les FDLR, etc., idéologie génocidaire, de dire, ok, d'accord, nous, on va faire un plan, on va le neutraliser. Ça veut dire que si le président rwandais était venu à Luanda pour apposer sa signature qui sanctionnait les discussions qui se faisaient, il n'aurait plus aucun prétexte. Donc, il est resté chez lui à cause de ce prétexte. Mais Il garde ce prétexte. justement parce que c'est une guerre de pillage et que chaque jour que cette guerre... chaque jour que nous passons sur cette guerre, ils pensent pouvoir continuer à en tirer profit. Mais dans le même volet, on a parlé du diplomatique, on a parlé du militaire, on a toujours parlé du judiciaire. Vous avez suivi que nos avocats ont initié 2 actions contre Apple à Paris et à Bruxelles. Et vous avez vu que la firme à la pomme a réagi Apple, pour c'est dire... américain. Mais écoutez, C'est la nous aurons toute-puissance l'occasion de vous convier dès que nos avocats seront à Kinshasa, à un briefing que nous ferons pour qu'ils nous donnent les détails de pourquoi ils ont commencé là-bas. De toute évidence, lorsque la mise en demeure a été lancée, elle a été lancée partout. Donc vous touchez à Apple, Paris ou Bruxelles, mais c'est la firme qui réagit pour dire d'abord, on ne va pas s'approvisionner dans la région. Mais ce n'est pas suffisant, parce que nous, on a besoin. Nous avons, maintenant que nous sommes en instance judiciaire, nous, on a suffisamment d'éléments pour démontrer qu'il y a eu approvisionnement de manière illicite, en tout cas par des réseaux entretenus par le Rwanda, de la firme américaine. Déjà, lorsqu'ils disent qu'ils vont plus s'approvisionner, il faut savoir que c'est un pas économiquement, ça étouffe tous les réseaux des malfrats qui opèrent sous le couvert du régime rwandais dans l'est de la RDC. De toute évidence, même si on dit on veut contourner, mais Apple est une entreprise capitalisée à plus de 3 000 milliards de dollars, ils ont des règles d'éthique qui sont tenus de respecter. Et que l'action que nous avons engagée est une action qui porte atteinte justement à son image et qu'ils ont intérêt, eux, à clarifier tout ce que nous avons comme soupçon et que nous avons clairement exprimé. Et lorsque vous regardez l'action qui a été portée dans le cadre du front judiciaire, qui a des conséquences au plan économique et qui touche tous les médias du monde. Il n'y a aucun média qui n'a pas parlé de la plainte des avocats de la RDC contre la firme à la pomme. C'est illustratif justement de la stratégie portée par le président. Question directe. Là, quoi qu'il advienne, ça prend sûrement du temps parce qu'on a voulu privilégier la voie diplomatique, mais c'est évident que sur tous les fronts nous avançons et c'est aussi évident que cette situation, elle sera réglée. Monsieur le ministre, les Rwandais vous écoutent. Nanga vous écoute. Est-ce que les mises en place qu'on vient de faire, c'est une réponse musclée à les mettre en déroute? Parce que vous ne voulez pas, écoutez, vous ne voulez pas négocier avec eux. De toute évidence, je vous ai expliqué tout à l'heure, nous négocions déjà, non? Quand nous sommes à Luanda, on discute avec qui? Le père, le parrain, les géniteurs, l'autorité morale. C'est largement suffisant. Pour vous, c'est largement suffisant. C'est largement suffisant. De toute façon, moi, je ne voudrais pas... D'ailleurs, d'ordinaire, je ne fais pas des commentaires. Des commentaires sur ceux qui pensent que pour assouvir leurs propres appétits, il faut tuer des Congolais par milliers. C'est de l'horreur. Je ne pense même pas que ça mérite un commentaire particulier, en plus de ce que je viens de dire, déjà. Et donc, lorsque je vous explique tout ceci, Jean-Marie, c'est pour que les Congolais comprennent. Lorsque le président de la République a commencé à parler de ces différents fronts, lorsque le président de la République s'est levé comme commandant suprême, aujourd'hui, si vous regardez, nous avons de progrès partout. Et cela va continuer. Hier, le président est revenu avec les membres de l'Union sacrée pour dire il ne va jamais négocier avec les M23, même s'ils prennent la moitié du Congo, même s'ils se pointent à l'Union africaine. C'est pas des fétistes comme déclaration. Non, pas du tout. Il faut comprendre le président de la République dans son esprit. C'était simplement pour dire, quoi qu'il advienne, on donnera jamais... Mais les Américains ont négocié avec on ne donnera jamais de primes... Les terroristes où? En Afghanistan? Non. Les talibans? Attention. On donnera, quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas dans les contextes américains, on ne donnera pas de primes à ceux qui Israël tuent les avec Congolais. le Hamas? On ne donnera pas de primes à ceux qui tuent les Congolais. De toute évidence, le président de la République, je l'ai rappelé tout à l'heure, avait déjà dit sa disponibilité. Pour les cas des Congolais qui sont dans les groupes armés,
le processus de Nairobi a été prévu pour ce faire. Question par rapport à ce qui défraie la chronique. Vous étiez venu ici. D'ailleurs, on vous avait interviewé sur RFI par mes collègues. Quand il y avait les bruits venant de Kisangani, le président fait une sortie pour dire la constitution elle est mauvaise, on va y toucher. Il est reparti au Katanga, c'est encore plus précis encore. Il dit, moi, garant, qui va m'empêcher de faire ça? Hier, devant les gens de l'Union Sacrée, il dit, il faut, quand vous avez intégré l'Union Sacrée, faire ce que moi je veux, ou plutôt ma vision. D'ailleurs, il veut même élargir l'Union Sacrée, enfin au niveau du Présidium. Qu'est-ce que vous voulez faire? Changer la Constitution? Vous avez avancé plusieurs choses en même temps. Ce qu'on veut faire, c'est quoi? C'est de nous assurer que nous avons un État plus fort et qui soit en mesure très rapidement de donner les solutions aux problèmes de Congolais. Tout simplement. À changer la Constitution? Tout simplement. Le président de la République, lorsque vous l'avez écouté sûrement, lorsqu'il s'adressait à la nation devant le Congrès, il a parlé d'une réflexion, il a parlé des réformes constitutionnelles. Il ne faut pas sortir les présidents de la République du cadre de la réflexion qu'il a voulu initier. Parce que c'est lui qui a été élu à 70%. Il dispose de suffisamment de légitimité pour aujourd'hui engager ces débats qui est voulu par tous. Faisons une trêve d'hypocrisie parce que moi, dans ce que j'ai perçu malheureusement, il y a comme une forme d'acharnement autour de la personne du président de la République. Parce que comment comprendre que ceux qui pendant des années, pendant longtemps, ont toujours plaidé pour retoucher la Constitution, soient aujourd'hui devenus des fervents, et quitte à faire 360 degrés, 350-60 degrés des pirouettes pour se mettre comme dans le frontal avec le président de la République. C'est une grosse erreur. Votre ancien collègue. C'est une grosse erreur. Je ne personnaliserai pas les débats parce que lorsque lorsque nous ne veut pas l'entendre comme ça. Écoutez, il a ses opinions. Il ne veut pas l'entendre comme ça. Il dit, d'abord, vous interprétez mal ce qu'il avait fait. Lui n'avait pas dit qu'il fallait changer la Constitution. Il avait dit on peut changer quelques articles. Et d'ailleurs, vous militez ensemble à l'époque. Mais c'est pour ça que je suis en train de... Aujourd'hui, il dit, mais Patrick Mouyaya, eux, les gens de la majorité du gouvernement, ils ont mal interprété ce que j'avais fait. Ensuite, ils veulent changer la Constitution. Bon, écoutez, sans droit. Écoutez, s'il vous plaît. Vous n'avez pas le droit de le faire. La question, elle est tellement sensible qu'il faut regarder comment on l'aborde et de quelle manière on veut l'aborder. Répondez-lui à de toute évidence, s'il n'y avait pas cette forme de subjectivité dans les chefs de ceux qui veulent s'opposer à l'initiative présidentielle, les débats auraient vite avancé. Parce que qu'est-ce que le président de la République dit en réalité? Il dit nous devons réfléchir pour voir si notre Constitution ne peut pas être retouchée pour rendre l'État plus efficace. Je vais vous donner un exemple. Ok? La République démocratique du Congo a comme langue officielle le français, n'est-ce pas? Et que la République démocratique du Congo appartient à plusieurs ensembles régionaux. D'accord? EAC, SADC, ok? Ou dans des structures où l'anglais est la première langue. Ok? Est-ce qu'aujourd'hui, comme République démocratique du Congo, nous voulons nous développer, nous avons des ressources minières qui sont principalement rachetées ou dans les marchés, c'est fait principalement en langue anglaise. Est-ce qu'aujourd'hui, on ne peut pas réfléchir et nous dire que République démocratique du Congo, on peut modifier la Constitution, non pas seulement pour mettre la langue anglaise comme langue officielle, mais on peut aussi décider que nos quatre langues nationales peuvent le devenir, parce qu'en Afrique du Sud, ils ont au moins 11 langues nationales. En Afrique du Sud, langue officielle. Mais ça, c'est modification, tout le monde est d'accord. J'en arrive. Ce qui choque les gens, c'est le changement. Mais qui a parlé de changement? L'IDPS. Attention, s'il vous plaît. Parce que l'initiateur, attention, l'initiateur de l'initiative, si je peux me permettre cette formule, c'est le président de la République. Qu'est-ce qu'il nous a dit? Il nous a dit qu'il mettra en place une commission pluridisciplinaire. La commission pluridisciplinaire va analyser tous les 229 articles de la Constitution. Sur base justement de la réalité, j'étais là le 18 février 2006 au Palais de la Nation lorsque le président Kabila le promulgué. On peut faire le point.
une constitution qui est née après des années de belligérance où les pays avaient été divisés, et une constitution à la lumière de 4 processus démocratiques, c'est que on peut faire pour qu'elle évolue. Tous les pays du monde arrivent à un moment ou à un autre à réajuster leur constitution pourvu que ces constitutions servent à régler des problèmes. On en parle beaucoup, hein, mais la gratuité de l'enseignement était constitutionnelle. Hein. On ne l'avait jamais appliquée jusqu'à l'arrivée du président de la République. C'est pour dire simplement qu'il faut cesser d'aller, de prêter des intentions là où nous pensons, où le président de la République pense, parce qu'il est le détenteur de la légitimité populaire de Congolais, que les pays peuvent être engagés dans une réflexion qui nous permette aujourd'hui d'avoir une constitution plus efficace ou un texte mère qui nous permet de faire avancer un certain nombre de choses. Monsieur le ministre, votre voix fait office de la bouche autorisée. Ce qui choque les gens, c'est cette propension à diaboliser l'actuelle constitution. On voit tous les leaders aujourd'hui font campagne quasiment partout. Voilà, changer la constitution. Bon, écoutez, l'UDPS a rassemblé en ce moment toutes les 26 provinces à Kinshasa, aux États généraux, pour changer. Mais moi, je veux vous dire, moi je suis du Palou. Oui. Au Palou, ils ont réussi hier. Au Palou, en 2005, oui. Le patriarche Paix à son âme nous avait dit que cette constitution n'est pas celle qu'il nous fallait. Mais il a dit, on va voter au référendum pour nous assurer que nous fassions des élections, et après les élections, nous mettrons en place des structures qui seront légitimes pour nous permettre d'élaborer la constitution qu'il nous faut. C'est ça la ligne du Palou, qui n'a pas changé. Mais hier, pardon. Ça veut hier, dire on a eu un communiqué du Palou disant qu'ils sont d'accord avec le président. Écoutez, aujourd'hui, évidemment, qui va s'opposer, même vous, Jean-Marie Kassamba, à réfléchir? Est-ce qu'on n'est pas en droit de réfléchir? Le président de la République vous parle de quoi? De réflexion. Donc, les gens, on est tellement portés, je ne sais pas par quel sentiment, mais dans cette commission... de vouloir un troisième mandat. Ouais, mais là, vous entrez dans des considérations. Le président a encore 4 ans. Alors, il faut le laisser diriger le pays. Alors, pourquoi vous allez dans des procès d'intention là où tout le monde connaît la pertinence de ces débats? Moi, en dehors de ceux du FCC que nous n'avions pas vus quand on a commencé la croisade autour du G13 pour les réformes électorales, tous ceux que nous avons rencontrés étaient d'accord à l'idée qu'il fallait retoucher la Constitution, ne fût-ce que pour amener le deuxième tour à l'élection présidentielle ou pour nous assurer qu'il y a une plus grande représentativité des femmes, etc. Ne soyons pas... c'est de l'histoire, c'est des documents qui existent et donc qui les c'est un mauvais procès. Il ne faut pas aller... D'ailleurs, en voulant faire ces procès-là au président de la République, en réalité, on s'est fait les procès à nous-mêmes en se disant, est-ce que nous, Congolais, on ne peut pas réfléchir? Est-ce qu'on ne peut pas réfléchir, nous, Congolais? Mais à l'époque, Chadari, Bochab voulait aussi réfléchir sur la modification de la Constitution en 2014. Ça a coûté ce que ça a coûté. Bon, écoutez, on n'est pas dans le même contexte. Je rappelle encore qu'ici, on a un président qui avait été élu à 70%. Et d'ailleurs, c'est dans un mois qui totalisera une année à la tête de la magistrature suprême. Lorsqu'il lance cette réflexion en ce moment, c'est parce que justement, il pense qu'il y a des choses qui peuvent nous aider à évoluer plus rapidement, à donner des réponses plus rapidement. Est-ce que vous avez pris le pouls du Congo profond? Vous dites? Est-ce que vous avez pris le pouls? Mais est-ce que pensent les Congolais de tout ça? Mais est-ce qu'il y a quelqu'un mieux que le président de la République qui sait saisir de ce pouls? D'ailleurs, nous allons demain à Kananga, puis nous irons à Mbujimaï, après avoir fait Bouta, après avoir fait Isiro, après avoir fait Kalemi, après avoir fait Lubumbashi, après avoir fait Kisangani, fidèle à la promesse qu'il avait faite aux Congolais qu'il a rencontrés pendant la campagne électorale il y a à peine une année. Le président de la République est à nouveau en croisade dans les pays pour aller justement parler. Pour changer la Constitution. Le président n'a pas besoin de faire de campagne. On n'est pas en campagne. Le président de la République s'assure que le travail est fait pour régler les problèmes de Congolais. Je me souviens encore de cette maman ou de ces papas lorsque nous étions à Kalemi, à Mutoa,
des gens qui se réjouissaient, non pas seulement parce qu'ils voyaient le président de la République pour la première fois, mais parce que le président de la République venait d'inaugurer un centre de santé qui va révolutionner leur vie dans leur écosystème. Ils n'auront plus besoin de faire 30 km pour faire une échographie, ils n'auront plus besoin de faire 30 km pour accoucher, ils n'auront plus besoin de faire 30 km pour se faire soigner. C'est pour vous donner une illustration, justement, des réponses que le président de la République apporte aux problèmes de Congolais partout. Parce que pendant des années, les gens ont toujours cru que le Congo, c'est Kinshasa. Kinshasa n'est pas le Congo. C'est dans les Congos profonds que le président de la République veut que nous puissions aller de plus en plus. Et d'ailleurs, nous aurons encore un conseil de ministres vendredi prochain à Mujimai. Et lorsque nous allons, par exemple, dans une province, comme ce sera le cas du Kassa oriental, on a l'occasion, le président de la République a l'occasion, et tous les membres du gouvernement, non pas seulement de superviser les projets qui sont en cours, mais aussi de se saisir de chaque détail des défis auxquels la province visitée fait face. Je pense qu'il faut saluer plutôt cette itinérance du président de la République qui lui permet d'apporter des réponses plus proches aux problèmes des Congolais. Monsieur le ministre, devant le Congrès, le président a fait un certain nombre de promesses. Et les commentaires des gens, c'est que pourquoi le président nous fait toujours des promesses et après ça ne se réalise pas. Attention JMK. Oui. Il faut d'abord observer que les discours sur l'état de la nation a commencé par vous donner des résultats. J'ai commencé ici par vous parler de la stabilité du taux de change. Le taux de change, lorsqu'il est stabilisé, ça nous permet de stabiliser ce que nous avons dans une économie fortement dollarisée. C'est pour ça que nous sommes justement en processus de dédollarisation. Lorsque je vous parle aujourd'hui du début de la baisse de prix de denrées de première nécessité, lorsque l'on parle de l'amélioration du pouvoir d'achat, je ne voudrais pas ici revenir sur le progrès qui a été fait en termes de discussions avec les différents corps sociaux qui ont été rencontrés dans leur globalité par le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou et toutes les équipes et toute l'équipe gouvernementale dédiée à ces tâches. Le président de la République a commencé d'abord par donner ce qui s'est fait. Les prix ici que les gens sont en train de voir chez eux, c'est d'actualité ou ce sont des prévisions? Est-ce que Moukoko Samba arrive? Ce ne sont pas de prévisions. Est-ce que Moukoko Samba arrive ce ne sont pas de prévisions à convaincre les importateurs? Ce ne sont pas de prévisions. Pour que les Congolais passent ces fêtes j'étais en train de fin d'année. J'étais en train de vous répondre à votre avec question. Avec de quoi manger? À votre question tout à l'heure. Oui. J'étais en train de vous répondre. Ça veut dire que lorsque le président de la République commence son discours sur l'état de la nation en parlant de l'économie, en parlant de la vie chère, en parlant du taux, en parlant du banditisme urbain, en parlant même des embouteillages, c'est parce que le président de la République est proche et connaît les problèmes des Congolais. Lorsque vous regardez ces prix affichés sur le site officiel du ministère de l'économie, demain, vous êtes patron d'une grande télévision, mettez Ochokoum et une équipe qui fasse le tour de tous les vendeurs. Et le soir, je serai heureux, derrière l'écran, de regarder les reportages que vos équipes auront fait pour vérifier si chez les grossistes, je ne voudrais pas les citer pour ne pas faire leur publicité. Vous savez que les Congolais sont très doués en matière de vérification. Ils risquent de prendre cette partie et puis ils vous balancent les prix réels. Si vous souhaitez, aujourd'hui, moi, j'ai parlé avec un des grands grossistes. Importateurs. Bien sûr. J'ai parlé autant. J'ai parlé autant avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, que je n'ai parlé à lui. Oui. La difficulté qu'il y a et qui sera réglée cette semaine, c'est la crainte justement de ceux qui vendent en détail. Parce qu'ils se disent, les prix vont baisser, mais est-ce que ça va baisser sur quelle période? Est-ce que ce sera justement pour les fêtes, etc. Le vice-premier ministre Daniel Moukoko les a reçus et je crois qu'ils vont signer cette semaine. C'est juste pour vous dire que nous, lorsque le président de la République parle, les résultats suivent. Alors, on a beaucoup péroré sur cette question de 38 000 km de route des dessertes agricoles. J'allais y venir. Nous avons fait un briefing avec le ministre du Développement rural, mon collègue Mouindo Nzangi, qui a eu l'occasion de démontrer que cela fait. De quoi nous manquons en réalité? Parce que nous avons la main-d'œuvre. Le Congo compte combien d'habitants? Mais on ne les fait pas. Non, JMK. La nourriture pourrie. Si on ne les faisait pas hier... La nourriture pourrie. Considérez que si on ne les faisait pas... Rien que dans les Bandundu, ici, Congo central. La nourriture pourrie. Considérez que si on ne les faisait pas hier, ok, on a commencé à le faire.
Dessertes agricoles. Les plus importants, c'est l'avenir. On ne parle pas seulement des dessertes agricoles ici. On parle même de voies navigables. 11 423 km de voies navigables. Pas de bateaux. Sur nos rivières, sur nos fleuves. Où on veut être sûr qu'on a à la fois la Nos possibilité baleinières coulent tous les jours. d'utiliser des cours d'eau Oui. et d'utiliser les routes des dessertes agricoles pour l'évacuation de nos produits. Donc c'est que le président de la République a dit, venez nous voir et nous dire lorsqu'il parle... promesses réalisables? Non. Le président de la République nous donne une orientation, une idée de ce qui va se faire. En réalité, c'est la suite de ce qui s'est fait déjà. Donc, il ne s'agissait pas de dire des promesses, comme vous l'aviez dit, mais il s'agissait plutôt de dire aux Congolais ce qui s'est fait. Et vous savez, nous, on a une marque différente sous la conduite justement du président de la République et de la Première ministre, c'est que nous sommes rédevables. Vous savez, JMK, le président de la République, lorsqu'il parle, ou la Première ministre, il n'y a pas, j'allais dire, de langue de bois. Lorsque nous, comme gouvernement, nous avons des difficultés, nous les reconnaissons. Vous les dites? Bien sûr. Bien sûr. Mais regardez, lorsqu'on a commencé... C'est qu'on vit à Kinshasa en ce moment avec les embouteillages. Est-ce que vous avouez que les Congolais souffrent? Mais c'est connu pourquoi le président de la République, un matin, est descendu lui-même. Mais ça ne règle pas les problèmes. Non, JMK, attention. Le problème des embouteillages est dû à quoi? Sortez demain. Toutes les solutions, sens unique, tout ça, ça ne fonctionne pas. Non, JMK, s'il vous plaît. Allons progressivement si nous voulons avancer. OK? D'abord, l'idée du gouvernement derrière la démarche qui a commencé, des mesures qui ont commencé, c'était pour soulager une difficulté. Donc, ne nous reprochez pas, OK, de vouloir trouver une solution à la problématique des embouteillages. Alors, il y a des propositions de mesures qui ont été suggérées, qui ont commencé. L'honorable Tchikouma, que vous connaissez bien, s'en plaignait beaucoup. Il s'est réveillé à 4h ou 5h oui, comme pour beaucoup. atteindre le centre-ville. En sortant du côté, par exemple, de Kinsuka, oui. pour atteindre le centre-ville 1h30, 2h plus tard. Avec la route là de... Mais aujourd'hui, aujourd'hui, c'est plus aujourd'hui, c'est plus la même chose. En réalité, nous, ce que nous faisons, c'est quoi? C'est que nous écoutons. Nous avons les retours des peuples. Parce que nous sommes un gouvernement, pourquoi? Nous sommes un gouvernement pour écouter et pour apporter des solutions. Lorsqu'on a estimé... Je pensais que votre collègue Jean-Pierre Bemba a dit... S'il vous plaît. Il nous a parlé de Nigeria, il nous a parlé de New York, mais ça n'a rien à voir avec la RDC. S'il vous plaît. Oui. Laissez-moi continuer à vous répondre. Et c'est dans cet esprit, je présume, que le VPM Jean-Pierre Bemba était aussi. La problématique des embouteillages se pose dans toutes les villes du monde. Vous venez de Paris, vous connaissez Paris mieux que moi, vous savez que toutes les villes du monde ont leurs spécificités et ils ont des embouteillages. Chez nous, les embouteillages sont dus à plusieurs facteurs. D'abord, Kinshasa, c'est 10 000 km² avec une énorme concentration sur 2500 km². Si vous ne le savez peut-être pas, mais Kinshasa, la densité, c'est 1500 habitants au km². C'est énorme dans un contexte où tout le monde veut avoir un véhicule, dans un contexte où parfois des véhicules qui ne pouvaient pas circuler circulent. Et il y a tous ces contextes que vous connaissez. Oui. Et donc, où il n'y a pas de permis de conduire, où il n'y a pas de contrôle technique, il y a pas tout ça. Aujourd'hui, il y en a. On a commencé le processus de délivrance des permis de conduire. CONADEP, je pense, c'est le nom du site. CONADEP, je pense, c'est le nom du site. Allez-y, on va vous refaire le test de conduite. J'espère que vous réussirez. Oui. Bon, voilà. C'est juste pour vous donner une indication. Et lorsqu'on a senti le retour des Congolais, des Kinois spécifiquement, disant qu'il n'y avait pas de solutions, disant qu'il n'y avait pas de progrès, on a identifié les difficultés. Et aujourd'hui, à peu près 200 policiers supplémentaires ont été déversés pour se dire que dans les itinéraires tracés ou concernés, que les policiers soient en mesure de réguler la circulation. Alors, on verra ce que ça va donner avec les fêtes, mais il y a sûrement dans certains axes un soulagement, dans d'autres pas encore. Mais pour nous, comme gouvernement, on n'est pas braqué. On continuera d'observer et s'il y a encore des difficultés, des problèmes, on apportera des solutions. Lorsqu'on parle, dans les mêmes esprits, on parle de banditisme urbain. Est-ce qu'aujourd'hui, à peine 3-4 semaines que le gouvernement s'est particulièrement mobilisé, ministre VPM intérieur, Mineta justice, etc., est-ce qu'aujourd'hui, le banditisme urbain ou les phénomènes Kuluna ne connaît-il pas un recul? À ce propos, monsieur le ministre, on vous a reproché
de vouloir tuer maintenant les jeunes, au lieu de leur trouver du travail, au lieu de régler leurs problèmes. Est-ce que vous avez suivi le président de la République? Parce que le président de la République s'est exprimé sur ces sujets. Est-ce que vous l'avez suivi? Est-ce que vous avez appliqué la peine de mort? J'aurais voulu que vous puissiez l'écouter. Et le président de la République a dit clairement, aujourd'hui, écoutez, ceux qui étaient hier Koulouna construisent l'hôpital de Kitambo à Kinshasa. On est d'accord. Ceux qui étaient hier Koulouna, moi j'ai vu à Kananga, l'année dernière avec le président de la République, construire des écoles et des bancs. Ils produisent aujourd'hui du maïs. Par rapport aux multitudes de ces convois? Non, écoutez, j'en arrive. Donc, le président de la République, lorsqu'il s'est exprimé, il a dit aux jeunes, il faut donner une réponse. Mais ceux qui pensent maintenant qui peuvent exceller ou continuer d'exceller dans la criminalité, la loi va s'appliquer dans toute sa rigueur. C'est cela les propos du président de la République. Jusqu'à les tuer. Mais les droits de l'homme seront sur vos têtes. Mais écoutez, on parlera des droits de l'homme si vous voulez. Oui. Mais écoutez, les chambres foraines, le procès qui sont faits sont des procès publics. On ne peut pas anticiper sur la sentence par rapport à la spécificité des crimes qui sont commis, mais ici, la loi sera appliquée dans toute sa rigueur. Parce que comment voulez-vous que ces jeunes qui prennent des machettes et qui commettent des crimes et qui deviennent, eux, comme les maîtres des rues, les maîtres de nos quartiers. Vous savez, moi, je suis un élu des bandes. On a les moyens qu'on se donne, évidemment. On a les moyens. Mais sinon, pourquoi aujourd'hui, il y a plus de 1000, je n'ai pas le chiffre exact, mais il y a plus d'1 millier qui ont déjà été ramassés. C'est la police qui le fait. J'espère que vous avez vu aussi qu'il y a un programme d'équipement progressif qui s'est fait autour de la police pour nous assurer justement que notre police est pleinement habilitée avec tout ce qu'il faut pour mettre la main sur ces bandits qui sèment la terreur dans nos quartiers. Monsieur le ministre, parlons un peu politique, parce que je sais que vous êtes un... Non, vous parliez de droits de l'homme. Oui. Avant que nous ne puissions aller dans la politique, on va vous épingler que je n'affectionne pas beaucoup. On va vous épingler ou pas? Avec quoi? Mais si vous allez tuer les Koulouna avec des procès expéditifs... Écoutez, on a dit que le procès... Non, les procès ne sont pas expéditifs. Ils sont faits en flagrance au regard de la spécificité des crimes, mais ils ne sont pas expéditifs dans le sens où le droit de la défense est garanti. Je souhaiterais que d'ailleurs, et parce que je sais que vous le faites, d'accompagner les ministres d'État, ministres de la Justice qui participent. Et comme ça, plus tard, vous pourrez à la fois témoigner. On a pris un pari pour que vos équipes demain descendent, fassent des tours des grossistes. Les Congolais vont le faire à votre place, ils vous suivent en direct. Oui, mais écoutez, je suis... Ils vont dire, voilà, le vrai prix pour Mouyaya, le vrai prix pour... Je suis précis dans ce que je dis. Oui. C'est tout ce que je n'ai fait pas, c'est citer les noms, parce que vous allez me taxer de faire la publicité de ces... Donc, je préfère ne pas. D'ailleurs, sur le droit de l'homme, avant qu'on avance, moi j'ai pris part à l'examen périodique universel. J'ai eu le privilège d'accompagner la ministre d'État, de droits humains en Suisse. Et c'est que j'ai observé devant tous les États du monde, c'est qu'on a salué nos progrès. Aujourd'hui, il y a une réponse que nous apportons nous-mêmes à une problématique qui écume les familles depuis des décennies à travers le FONAREF. À travers le FONAREF aujourd'hui. Toutes les victimes de la guerre. Il n'y a pas de violation, il y a des arrestations, des opposants, tout ça, ça n'existe pas. Mais Jean-Marie Kassamba, lorsque vous parlez de toutes ces choses, il faut être en mesure de les étayer. Il ne faut pas simplement parler. Il faut pas simplement parler parce qu'il faut parler. Quand on parle, il faut faire un effort pour donner du contenu à ces dires et nous assurer qu'ici, lorsque nous avons pris l'engagement, le président de la République a pris l'engagement pour la promotion et la défense et le respect des droits de l'homme, c'est d'abord une affaire des convictions. Nous, on n'entend pas, on n'attend pas que les autres viennent nous dire on va vous coter pour faire ceci. Non. Lorsque le président de la République a pris la décision de créer, par exemple, le FONAREF, on n'a pas attendu que les gens viennent nous dire. Et aujourd'hui, l'argent qui vient de nos mines sert non pas à compenser les pertes en vies humaines connues par certains de nos compatriotes. Mais indemniser aussi les gens qui n'ont pas droit. Mais non. Il semblerait que les listes ne sont pas des vraies victimes. JMK, il faudrait faire attention de ne pas toujours, vous particulièrement, de dire un certain nombre de choses parce que cela peut être pris comme parole de Bonville. Mais c'est à vous de nous dire. Non, écoutez, il y a des inquiétudes. Non, il y a des responsables
du FONAREF qui sont habilités, les moments venus qui pourront vous donner On aimerait des bien en réponses. savoir. Mais ici, dans ce que je vous dis, Oui. c'est que nous avons donné une réponse. On n'a pas attendu que ce soit les autres qui se préoccupent du sort de nos compatriotes qui sont justement victimes de toutes ces guerres. On leur apporte une réponse. Aujourd'hui, lorsque vous regardez les personnes vivant avec handicap, la loi et toutes les mesures d'application, vous vous rendez compte qu'ici, en réalité, JMK, nous tous, nous sommes sujets, nous tous, nous risquons demain d'avoir un handicap. Ne sait-on jamais. Bien sûr. Et donc, l'inclusion, toutes les infrastructures construites, par exemple, du cadre de la francophonie, ont tenu compte de ça. Les infrastructures qui sont construites dans les cadres de 145 territoires tiennent compte de ça. Accès. On n'en parle pas beaucoup, mais le président de la République, on a des lois maintenant qui protègent les peuples, les autochtones, etc. La République démocratique du Congo, comme tous les pays du monde, on a évidemment des défis encore à relever sur la question des droits humains, mais personne ne peut nous regarder, nous faire le reproche de ne rien faire pour améliorer justement la promotion, le respect des droits de l'homme dans notre pays. Monsieur le ministre, les gens vous suivent religieusement. Mais vous êtes de l'Union sacrée. Au début, c'était, on vient autour de Félix Tshisekedi pour... En tout cas, le président a dit, lui en créant l'Union sacrée, ceux qui venaient de lui ne venaient pas pour un partage de privilèges. Je vais poser quand même cette question. Vous allez poser votre question. Mais vous avez évidemment. anticipé ce que j'allais dire. Évidemment. Je connais votre style. Vos amis que vous avez fait venir, ex-FCC, les autres, etc. Comme d'habitude au Congo, tout le monde vient là où il y a le soleil pour tirer un peu de C'est des Congolais. des rayons. C'est des Congolais. Comment aujourd'hui on trouve que ces gens étaient venus pour des intérêts, pour des prébendes ou pour accéder à certains privilèges? Et le président était dur avec eux hier en disant « Moi, je n'ai pas fait union sacrée pour des avantages. » J'étais présent. J'étais présent. La phrase, elle est de lui, J'étais hein. présent, attention. Oui. Le président de la République, d'abord, il parlait en quelle qualité? Il parlait... Autorité suprême. Il parlait justement De l'union sacrée. du fait de sa hauteur et de sa position. Il rappelait les fondamentaux, les degrés d'engagement que chacun de nous, ministres, députés, sénateurs, devrait avoir. En même temps, il nous disait ce qu'il n'attend pas voir de nous. C'est pas du Parce chantage. qu'évidemment, le président de la République va faire un chantage à Oui, qui? mais il a dit, ou vous êtes avec moi, n'a pas si besoin, c'est pas le cas, il n'a allez voir pas, ailleurs. il n'a pas besoin de faire un chantage lorsqu'il nous rappelle à nous tous la nécessité de nous conformer à la ligne qu'il a tracée. Sa ligne, c'est laquelle? Travailler pour l'intérêt des Congolais. C'est ça la ligne du président. Et lorsque vous, dans votre action, vous voulez aller dans un sens contraire à la ligne que le président de la République a définie, c'est évident qu'il a les devoirs Mais de qu'est-ce qu'on fait des frappeurs, Patrick Mouyaya? Vous êtes l'exception qui confirme la règle. Qui sont-ils? Parce ben, que regardez... mais vous êtes aujourd'hui- l'exception, parce que aujourd'hui- vous n'avez pas de casserole. Aujourd'hui, je veux vous dire. Oui. Je veux vous dire. J'ai eu une très longue conversation, comme souvent, avec l'inspecteur général des finances. Oui. Qui peine, Non, attention. qui est la bête Attention, noire des frappeurs. attention. Il faut lire ce qu'il dit sur le gouvernement. D'abord, en termes de maîtrise de taux d'inflation, en termes... Aujourd'hui, quand vous regardez tous les paramètres sont tous stables. Mais ça, c'est maintenant. Attention, mais justement, nous sommes là Ça, c'est depuis quand maintenant dans le avec cadre, Soumino. attention, dans le cadre du Avec gouvernement. Samalou Soumino. Condé, attention, excusez-moi, il y a eu autant de scandales que... J'en arrive, attention. Oui. On ne va pas retourner sur cette question qui est d'ailleurs en instance d'instruction en justice. Il y a un procès qui s'est fait. Et donc, aujourd'hui, si vous regardez, non pas seulement de comment les trésors publics est géré, suivant évidemment des remarques ou de reproches qui ont été faits, si nous n'étions pas très assidus sur ces sujets, d'abord, tout ce que nous obtenons de Fonds monétaire international et de la Banque mondiale, on ne les obtiendrait pas, premièrement. Deuxièmement, lorsque vous parlez justement des frappeurs, Oui. etc., Oui. encore que lorsque... Le pasteur Dallot, on sait ce qu'il a dit à ce propos. Hein. Attention, JMK. Oui. Lorsque ces choses-là sont dites, mais chacun a son rôle. Il faut que la justice arrive à faire son travail. Ce n'est pas vous qui allez me dire qui allez me dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas une volonté
dans les secteurs de la justice pour que la justice puisse pleinement jouer son rôle. Ce n'est pas vous qui me direz le contraire. Et donc, il y a des défis auxquels nous faisons face, y compris celui-là. Et qui a aujourd'hui une volonté claire d'aller vers des résultats. Et c'est ce que j'ai discuté, parce que c'était ça le sens de ma discussion régulière d'ailleurs avec l'inspection générale des finances. Parce que l'IGF a existé dans ce pays avant le président Tshisekedi, mais l'IGF n'a jamais eu autant de pouvoir en termes de son rayonnement et d'action. Est-ce que en termes de pédagogie. Est-ce que l'IGF gêne? Il gêne personne. Ne peuvent être gênés que ceux qui pensent qu'ils peuvent aller à contresens dans la manière de gérer les ressources qui sont à leur disposition. Mais monsieur le ministre, qu'est-ce qu'ils vont devenir ceux qui seront contre le changement de la Constitution, de l'Union sacrée? Je souhaiterais que vous ne parliez plus de changement de la Constitution. Ah, modification alors? Mais JMK, si c'est modification, les gens applaudissent. Vous remplacez la commission pluridisciplinaire? Oui, mais peut-être c'est nous pour mais pourquoi vous n'attendez pas? Non, JMK, il faut attendre que cette commission fasse son travail et fasse de toute façon, nous sommes redevables, en commençant par les présidents de la République. Nous venons dire ce que nous faisons. Ce qui sortira de cette commission-là, les gens les sauront. Et si dans cette commission, après 1001 réflexions, les intellectuels congolais pensent qu'il faut aller dans un sens ou dans un autre, pourquoi nous n'irons pas? Mais Kamita te dit que votre constitution existe déjà. Kamita te dit ça. Bon, écoutez, dans vous préparez l'opinion pour écoutez, dans ses pensées, il n'a qu'à le démontrer alors. Il n'a qu'à le démontrer et à présenter la mouture. On est en direct, monsieur le ministre. Question par rapport à nos provinces. Demain, vous allez être au Kasaï. Là, je prends l'âme du Kassaïen qui est en vous. Bon, vous avez la chance d'avoir votre parti au Katanga, l'autre parti au Kasaï. Vous êtes vraiment un Congolais à part entière, comme dirait l'autre. Vous allez dire quoi aux Kassaïens quand vous serez en Mbuji-Mayi? C'est le président de la République qui va s'adresser aux Congolais. D'abord, moi j'ai envie de vous dire que jamais avant le président de la République, en tout cas dans un passé récent, la question des provinces avait été suivie au plus haut point. Vous savez, moi je suis élu de Kinshasa. Lorsqu'on siégeait dans les réunions sur les 145 territoires, on avait nous un peu le cœur pincé. On dit mais pourquoi les territoires et pourquoi pas nos communes ici? Mais parce que le président de la République a fait ce choix de dire que le Congo, d'ailleurs il y a une expression que je ne trouve pas du tout appropriée lorsqu'on parle de l'arrière-pays, non. Il n'y a pas d'arrière-pays. Enfin, je pose cette question parce que... Non, j'en arrive. On a le programme, pose cette question parce que la route Mbuji-Mayi Kananga, toujours, voilà, ça patine. Kalamba Mbuji, la même chose. Moi, je viens de Mbuji-Mayi, le pouvoir d'achat, c'est quasi nul. L'Amiba par terre, il y a même, semble-t-il, entre guillemets, il m'a fait qui vole le diamant de l'Amiba. Vous allez dire quoi aux gens du Kasaï? Vous savez, ceux qui vont venir à l'aéroport, vous savez d'abord la bonne chose qu'il y a dans ça, c'est que le président de la République vient. Le président de la République vient non pas seulement pour parler aux compatriotes, leur dire merci, parce qu'ils ont élu massivement, mais il vient surtout pour s'asseoir et les écouter. Mais ils vont pleurer. La question, c'est pas qu'ils vont pleurer. Ils vont pleurer. La question, c'est pas qu'ils vont pleurer. La question, c'est qu'ils auront une oreille sensible. Lorsque le père arrive, mais les enfants viennent se confier. Lorsque le président de la République y va, mais je vous ai dit tout à l'heure que nous tenons de conseils de ministres en itinérance. Pourquoi pensez-vous qu'on les tient? Mais parce qu'il faut suivre de près les questions locales, s'assurer que le gouverneur travaille suivant la ligne fixée par les présidents de la République dont il est les représentants, s'assurer que les moyens qui devaient leur être envoyés l'ont été, s'assurer par exemple pour chacune des provinces comment ont évolué les déploiements des centres de santé, des écoles, des hôpitaux dans les cadres du programme PDL 145 territoires. C'est le travail que nous faisons et c'est un travail qui est suivi de près. Mais et d'ailleurs, dans les budgets 2025, oui, il y a une large partie qui sera consacrée à l'investissement et ces investissements se feront beaucoup en province.
Même si effectivement certains territoires s'inquiètent que le PDS en ces territoires ne connaît plus les financements escomptés. Non, la question... Il y a eu des détournements qui n'ont pas été sanctionnés. Oui, mais attention, lorsque vous parlez des détournements, vous parlez de quoi? Vous parlez des détournements à quel niveau? Des ONG Parce que nous, on a voulu... n'étaient ONG que... Non, mais attention, des noms. attention. Ça veut dire quoi? Le programme de 145 territoires est un programme révolutionnaire qui change des écosystèmes partout. Oui. Et vous savez que nos 145 territoires les députés ont créé des ONG, ils ont ne sont pompé pas l'argent qui n'est lotis jamais à la arrivé. même enseigne. Oui. Ne sont pas lotis à la même enseigne. Et que sur ces projets, justement, parce qu'il y avait besoin de nous assurer que les fonds seront bien gérés et bien sécurisés, on a préféré passer par des agences. Et ça n'a pas été le cas. Non, par des agences. Oui, les agences, bien sûr, mais les prestataires dont vous parlez, les agences locaux des structures efficaces. Les agences locaux d'exécution dont vous parlez, c'est des structures locales qui ont été recrutées par des agences. Ça veut dire qu'il faut arriver, il faut arriver. De chaque territoire. Bon, ça c'est ce que vous dites. Moi, j'ai pas ces éléments, mais ici, ça veut dire que comme tout programme, il faut à un moment donné faire son évaluation, parce que les difficultés que vous pouvez rencontrer à Dilelo ne sont pas les difficultés que vous pouvez rencontrer à Miabi. Les contextes sont quelque peu différents. Si vous êtes à Songololo, vous n'êtes peut-être pas très loin de la route, du port, les produits ou des Kimpese ou les ciments et produits, vous pouvez vous approvisionner à 10 $ les ciments, là où dans d'autres territoires, les ciments coûtent 50 $. Donc ça veut dire qu'il y a toutes ces difficultés inhérentes à un programme d'une telle envergure pour un pays si grand, mais ce ne sont pas ces difficultés qui nous empêchent aujourd'hui de constater qu'il y a de progrès, de constater qu'à Moulonda, de constater qu'à Mutoa plutôt, à Kalemi, la vie a changé parce qu'on a amené un centre de santé moderne, de considérer que ces enfants que nous avions vus à Kasenga, qui étudiaient à même les sols, aujourd'hui ils étudient dans des conditions plus modernes, avec un tableau vert et tout ce qui s'ensuit en termes de bancs. Donc il faut considérer qu'il y a un véritable programme de transformation à la fois de l'écosystème de nos provinces, mais aussi de transformation de la vie, parce qu'il y aura plus d'écoles, donc les enfants pour certains ne feront plus des kilomètres, parce qu'il y aura des centres de santé équipés qui permettront d'éviter des kilomètres pour avoir accès aux soins de santé, mais tout ça c'est à mettre à l'actif du président de la République. Monsieur le ministre, c'est une question qui touche votre portefeuille, on va terminer peut-être par là. Vous êtes ministre des médias aussi. Votre prédécesseur, c'est-à-dire Lambert Mende, avait initié ce qu'on appelle la migration vers la TNT, télévision numérique terrestre. Mais beaucoup d'argent a été dépensé. Aujourd'hui, nous sommes quasiment en queue de peloton pour ces migrations. Il y a encore trop de chaînes de télé, il y a encore des problèmes de réception. Qu'est-ce qui bloque? Bon, écoutez, d'abord c'était une recommandation de l'Union internationale des télécommunications parce que le monde évolue. Mais il faut dire que le processus a connu beaucoup de difficultés. D'abord du fait de sa compréhension. Par ceux qui sont devenus aujourd'hui éditeurs de programmes, qui étaient chaînes de télévision, par ceux qui sont censés consommer la télévision. Et d'ailleurs, moi je considère, je suis peut-être gêné, je devais être peut-être gêné de le dire, que nous vivons comme dans un exil culturel, parce que je suis sûr que certains qui captent qu'à Télé 50 ce soir, les captent par un bouquet qui vient d'une société étrangère. Oui, la plupart d'ailleurs ce sont des étrangers. Justement, les bouquets, c'est les étrangers. Justement, ça c'est une difficulté. Chez nous, justement, on ne va pas faire leur publicité. Justement, ça c'est une difficulté. Pourquoi aucun Congolais n'a un bouquet? Justement, ça c'est une difficulté. Non, il y a des Congolais qui sont derrière des bouquets. Oui. Mais l'idée ici aujourd'hui, et c'est le sens justement de la réunion qu'on a tenue cette semaine dans le cadre du Comité national de migration sur la TNT, il faut d'abord parachever le processus de manière générale. On a commencé par des villes frontalières, il y en avait 9. Il faut continuer, on nous a parlé récemment de 46 villes parce qu'on a fait un travail un peu plus minutieux dans l'identification. Et vous savez que nous sommes dans les secteurs des télécommunications ou de nouvelles technologies qui évoluent très rapidement. Il nous faut nous adapter. Mais les soucis n'est pas seulement pour nous de nous adapter. Les soucis, c'est de nous assurer que les Congolais, partout où ils se trouvent à travers les territoires nationaux, peuvent avoir accès à la télévision et qui peuvent regarder parce qu'il faut s'informer pour éviter de tomber dans les cas de la manipulation, surtout par rapport à ce que nous avons comme enjeu du côté est de la RDC. Et donc nous aujourd'hui on est déterminés, on va lancer bientôt un processus d'appel d'offres pour trouver un prestataire qui nous permettra
à travers un partenariat public-privé, de continuer les processus de la migration de la TNT. Cette fois-ci, nous allons... Avec des équipements qui vont avec. Nous allons là, bien sûr. Parce qu'on dit le centre de diffusion, en termes d'équipement, pas d'onduleurs, pas de groupes électrogènes, Nous avons commencé un processus de modernisation de la télévision nationale. Et ces processus de modernisation va toucher à la fois à l'Agence congolaise de presse et au Renatelsat. Le président de la République l'a dit encore dans son discours devant le Congrès. Il faut considérer JM4 que de manière générale, lorsqu'on parle de la RDC, on n'a pas trouvé des solutions pendant des longues décennies. Et qu'aujourd'hui, certains défis sont grands parce que simplement hier, on n'y a pas donné des réponses. C'est pour ça que moi, je me désole souvent lorsque je regarde les débats politiciens, j'allais dire, ici... Vous trouvez que les gens sont durs avec Tshisekedi qu'avec les autres? Non, la question, c'est pas d'être dur. Mais il est président, la question, il est au deuxième mandat. Laissez-moi terminer mon propos. Oui. La question, c'est que JMK, les difficultés que nous rencontrons en République démocratique du Congo ne peuvent pas être résolues en l'espace d'un mandat. Non plus en l'espace de 2 mandats. Parce que, pourquoi? Lorsque vous avez accumulé aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous faire peur, mais vous savez qu'on a encore au moins 15 millions à 20 millions d'enfants qui doivent aller à l'école. Si je vous donne des indications, ça peut vous faire peur parce qu'évidemment, on est un pays de 100 millions d'habitants. 60% des jeunes. On dit 0 à 25 ans, ça fait 60 millions d'habitants. Lorsque vous regardez les statistiques de ceux qui sont à l'école aujourd'hui, ils sont à peu près 20 millions. Mais on est pays riche. Non. On est pays solution. Attention, la richesse n'est pas abstraite. Vous êtes en mesure d'avoir les infrastructures de Télé 50 aujourd'hui parce que vous aviez une richesse immatérielle, votre intelligence et votre sens de management qui vous a permis d'avoir ce à quoi vous avez droit aujourd'hui. Et c'est ce que nous faisons. Lorsque le président de la République, dans le cadre de son courage, il a dit qu'on doit revoir le contrat chinois. Ce qui a été fait. Lorsqu'on a revu ces contrats, jadis présentés comme un contrat du siècle, et qu'on a pu dégager des centaines de millions de dollars en plus, aujourd'hui on construit des rocades. Aujourd'hui on construit la route qui peut partir de Mwanda jusqu'à atteindre le Haut-Katanga, à peu près 900 km. Il y a des travaux qui se font aujourd'hui entre Ngouba, je pense, dans le Lalaba et Mbujimaï. Nous aurons l'occasion de faire peut-être un briefing à Mbujimaï pour reparler de toutes ces questions. Donc c'est pour vous donner une illustration que ceux qui aujourd'hui veulent devenir président de la République demain, tous, doivent prier, intercéder pour le président Tshisekedi. Pourquoi? Parce qu'il a des bonnes bases. Pourquoi? Parce que si le président Tshisekedi ne règle pas des problèmes aujourd'hui, eux, ils auront encore une tâche plus ardue. Parce que je n'aurais pas envie de vous faire peur, mais au Congo, chaque année, nous faisons un minimum de 2 millions de nouveau-nés. Quand vous regardez les taux démographiques, ça veut dire que nous avons des défis qui deviennent de plus en plus grands. Et donc, ce soir, et c'est les messages pour cette fin d'année, tous ceux qui aspirent à devenir un jour, à succéder au président Félix-Antoine Tshisekedi, doivent prier pour lui. Ils pensent qu'on va le succéder. Ils doivent prier pour lui. Ils doivent s'assurer qu'il réussisse son mandat. Parce que si lui réussit et quand ils viendront, leur tâche sera facile. On est suivi à Paris, en Afrique du Sud, 2 questions directes, je dis telles qu'elles tombent. Monsieur Arsène Zola qui est à Paris, qu'on salue, il dit, monsieur le ministre, pourquoi le président Tshisekedi et vous-même vous priez toujours les Kasaï alors qu'il y a Kenge, Bandundouville, Maïndombe, il n'y a rien là-bas. Pourquoi on privilégiez toujours les Kasaï? Mais si le Kasaï était privilégié tel que vous l'avez dit, c'est lui qui dit. Non, j'aurais voulu que vous puissiez lui répondre parce que tout à l'heure, lorsque vous égréniez les défis auxquels les provinces du Kasaï font face, il aurait vu que ce n'est pas le cas. De toute façon, dans la conduite des affaires publiques, que ce soit au niveau du président de la République ou de la première ministre, il n'y a pas de préférence. Nous sommes un gouvernement pour tous les Congolais, mais c'est pour ça que nous faisons l'itinérance. Les Kasaï, dont le président de la République est originaire, n'est pas sa première destination, pas du tout. Merveille Kansi, à Pretoria, en Afrique du Sud, pourquoi avoir créé Air Congo alors qu'il y a Congo Airways et seulement avec 2 avions? Parce qu'on peut être en mesure au Congo d'avoir 4 ou 5 compagnies aériennes. Le pays est grand,
il faut déplacer Avec 100 des millions. avions, monsieur Il le faut ministre. déplacer 100 millions d'habitants. 2 avions. Je n'ai pas terminé de répondre. Je vous en prie. Un voyage de 1000 km commence par combien de pas? C'est une excuse. Il n'y a pas d'excuse. Il ne faut pas nous reprocher de commencer. Ces partenariats innovants avec Ethiopian Airlines qui va nous permettre de... Je ne voudrais pas aller dans les perspectives pour ne pas revenir sur ce qui avait été dit récemment. Oui. Mais je crois aujourd'hui, lorsque le VPM Transport parlait du projet avec le ministre du Portefeuille en conseil, beaucoup des gens n'y avaient pas cru. Ceux qui avaient entendu le compte rendu. Aujourd'hui, c'est réel. Il y a des efforts qui ont été faits pour Congo Airways. Aujourd'hui, c'est pour nous assurer. Vous savez, JMK, il faut se déplacer dans ce pays. Moi, j'étais en Bougema, ils sont revenus c'est difficile. en avion Garo. Hein. Et c'est difficile de se déplacer dans ce pays. Il y avait pas d'avion. C'est lorsque je vous disais tout à l'heure, hein, lorsque je vous disais qu'il y a beaucoup de problèmes qui n'ont pas été résolus dans ce pays. Et nous apportons des solutions. Et c'est pour ça que je répète encore ce que je disais tout à l'heure. Oui. Ceux qui aspirent à succéder Vous au avez ça, président c'est ça, là. remplacé. Vous avez ça, c'est ça. Mais vous pensez qu'il est le seul à être candidat président? Peut-être que vous aussi, il y a l'ambition qui sommet en vous que vous exprimerez le moment venu. Mais de toute façon, ici, c'est une recommandation. Parce que moi, parfois, je me frustre de voir que certains, la haine de ceux contre ceux, pardon. Ne parlez pas comme Jean-Pierre Bemba. Laissez-moi terminer. La haine contre qui? Laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer, pardon. La haine contre ceux qui sont aux responsabilités aujourd'hui ne doit pas dépasser l'amour pour le Congo. Vous voyez, parce que lorsqu'on s'est dit opposant, JMK, l'opposition ne veut pas simplement dire faire de la contestation. L'opposition, c'est de dire, moi j'aurais voulu écouter tous ces opposants, parce qu'il ne faut pas penser que en vous accrochant sur un débat que vous voulez politiser sur la Constitution, que c'est cela votre rôle d'opposant. Moi, je n'ai jamais véritablement entendu des opposants venir dire, écoutez, cette idée de 145 territoires, elle est mauvaise. Parce que nous pensons qu'à la place, avec les ressources disponibles, on pouvait faire ceci, cela. Il n'y en a pas. Moi, je n'ai jamais entendu des opposants venir et dire, écoutez, la couverture santé universelle, là, ne devrait pas se faire comme ça. Avec ces moyens-là, on aurait pu faire comme ça. Mais c'est comme ça. D'ailleurs, c'est pour ça que Félix vous... Tshisekedi n'a jamais fait ça quand il était opposant. Souvenez-vous, il n'a jamais fait ça. Le pays, pourquoi voulez-vous que les autres les fassent maintenant? Alors, le pays ne doit-il pas avancer? Vous, pourquoi votre plateau a été hésité lorsque nous, pendant la campagne électorale, on a voulu venir débattre? Parce que les Congolais ont besoin de connaître des hommes politiques qui ne sont pas derrière, de manière permanente, derrière des incantations. Les incantations, les débats sur les hommes, les débats sur les dates, les débats sur des événements. Dans ce pays, on est en droit d'avoir des débats pour dire, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour nous assurer qu'on a amélioré le taux de desserte en électricité dans tout le Congo? Combien d'opposants vous pouvez recevoir dans ces plateaux et qui peuvent vous parler du défi en termes de desserte en électricité avec des chiffres? Parce que parfois, je suis désolé, ils ne prennent même pas le temps de voir les statistiques. Il y a une exception, Adolphe Muzito, parce qu'il a eu l'occasion de les exprimer plusieurs fois. Mais beaucoup, qu'est-ce qu'ils font? On critique et on ne propose pas. Matata Ampouni avait quand même salué, il faut le dire, les performances. C'est un bon début, mais ils doivent justement faire davantage. Question, la dernière. Déjà, vous allez dormir bien à Kinshasa lorsque 4 communes ou 5, dans le noir, beaucoup nous regardent en ce moment avec des coupes électrogènes parce que la SNEL a fait, excusez-moi du terme, brûler son affaire. Non, mais écoutez, sans solution. Hier encore, j'ai discuté. Et dernière question. Non, pardon. Répondez à celle-là, mais il y a une deuxième. Non, oui. Vous pouvez enchaîner 10 dernières questions. Je suis à votre disposition. Oui. Hier encore, j'ai discuté, j'ai vu un tweet de Edmond Izouba, je les cite. Oui. Qui disait qu'il y avait une cabine à la Funa qui avait explosé. Oui. Et il a posté. Dans l'immédiat, j'ai transféré les suites à mon collègue de l'énergie qui m'a répondu que, Monsieur le ministre, nous y travaillons. Et je crois que la SNEL a communiqué pour dire... Les gens vont passer le fait dans le noir. Non, je crois, pour ces cas spécifiques, il faut peut-être qu'on revérifie. Mais JMK, parlons-en un peu.
Parlons-en. Et vous devez de l'argent à la SNEL, vous, gouvernement. Non, pardon. Oui? Laissez-moi dire ce que je veux dire. Est-ce que vous savez que vous et moi d'ailleurs, et tous ceux qui sont ici... Et ceux qui nous suivent. Et ceux qui... Non, d'abord ceux qui sont ici. Oui. Nous sommes des privilégiés. Ah. On a le courant, même si on a les délestages, même si parfois on ne peut pas l'avoir, par rapport au taux général. Aujourd'hui, il y a une nouvelle stratégie qui a été présentée par le ministre Teddy Luamba récemment au Conseil de ministres, où il y a des solutions qui doivent être trouvées. Bientôt, je prépare d'ailleurs avec le collègue Mouindo un briefing avec les responsables de l'Agence nationale des services d'électricité rurale ANSER pour nous assurer que les coins à l'intérieur du pays ont aussi de l'électricité. C'est un défi. Donc vous pénalisez les Quinois à cause de ça? C'est un défi. Non. Parce qu'il y a ça, la SNEL va sacrifier 5 communes, 4 communes de Kinshasa. D'abord, écoutez, la SNEL ne peut pas de manière délibérée décider. Encore qu'il faut savoir, il n'y avait pas de pompiers, encore qu'il faut savoir que pour Kinshasa, la production totale de l'énergie ne répond même pas aux besoins que nous exigeons ici à Kinshasa. Et donc, c'est pour ça que justement la SNEL, et je suis sûr que ce n'est pas des gaietés des cœurs, que par moment il existe des délestages. Et lorsqu'il y a des pannes, en l'occurrence, comme il y a une panne qui peut être due à une surcharge sur le réseau, etc., la SNEL apporte la solution. Ici, il faut considérer que tous les services étatiques sont à la disposition des Congolais. Monsieur le ministre, on termine. Beaucoup de stratèges m'ont envoyé cette question. Demandez au ministre pourquoi avec les corridors de l'hôpital, on a encore passé à côté de l'essentiel. Biden est venu pour installer, construire une route avec une base militaire en Angola pour encore évacuer nos matières premières. Et nous, on ne profite à rien parce qu'il n'y a aucune route qui entre à l'intérieur du pays, qui va vers le Kassai, qui va vers... On prend à Dilolo, on prend à Kolwezi, au Katanga, au Lomami, Tanzanie, Angola, ça part. Et nous, dans l'affaire, dindon la farce. Non, attention. Dindon la farce. Je crois que sur le corridor de l'Obito, oui, on fera un briefing spécifique sur le corridor. Les Zambiens profitent, les Tanzaniens profitent, sauf nous. Pour qu'on arrive à en expliquer le bien fondé. C'est un projet qui est financé par le gouvernement américain à plusieurs milliards de dollars. C'est pour l'air bien. À plusieurs milliards de dollars. Oui. Bon, écoutez, ils ont sûrement des intérêts stratégiques dans la région. N'oubliez pas que nous, République démocratique du Congo, nous hébergeons des ressources critiques et stratégiques pour tous les pays du monde. Raison de plus, c'est pourquoi on nous fait la guerre dans l'Est. Oui. Mais aujourd'hui, nous utilisons d'ailleurs tous les leviers qui sont à notre disposition. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Sur le corridor des Lobito spécifiquement, aujourd'hui, ça va permettre d'assurer une évacuation rapide de ressources qui viennent de la RDC. Ça vient, moi, par rapport au corridor de Lobito, il y a plusieurs... Moi, j'ai parlé à mon homologue zambien grâce à la fibre optique. Parce que la connexion... Mais c'est nos minéraux qu'on va expédier, pas de route dans l'intérieur du Congo. Attention, JMK, les minéraux là sont produits, ils doivent être évacués. Et donc aujourd'hui, on fait de la connectivité et que dans ce qui se fera comme infrastructure, ce ne sera pas seulement les mines, ce sera aussi ceux qui travaillent. Il y aura un écosystème qui va se développer autour des Dilolo. Il faut regarder les effets induits et ne pas aborder la question... comme certains le voient, dans une dimension qui nous soit négative. Il faut regarder la question dans son ensemble, et c'est une question profonde. Avec les stratèges, il faut faire des réflexions profondes qui permettent de dire aux Congolais les profits qu'il y a derrière ce projet. Monsieur le ministre, les gens vont passer ces fêtes de fin d'année en fêtant ou en pleurant. Bon, écoutez, on vous suit, hein? Non, la question que vous posez ne peut pas avoir de réponse claire. Parce que vous ne savez pas. Mais vous avez dit le prix ont baissé, mais est-ce que les fonctionnaires ont été payés? En fêtant ou en pleurant? Oui. Mais les gens peuvent pleurer parce qu'ils sont éprouvés. Et vous pouvez être éprouvé en période de fin d'année, JMK. Ce qu'il faut considérer ici... Je parle de la paye. Non, attention. Je parle des vivres. Je parle des militaires, des policiers. Ce qu'il faut considérer ici, d'abord, si vous m'aviez bien suivi,
Je vous ai dit que le gouvernement, autour du vice-premier ministre Eliaou, a discuté avec tous les syndicats, tous les syndicats de tous les sous-secteurs. Professeur y compris. Et des réponses ont été données. Des réponses ont été données, y compris pour la grande muette, armée, police. Ce n'est pas ce qu'il faut donner dans l'absolu, mais c'est un début. Lorsqu'on fait par exemple une augmentation de 100 000 francs congolais à 700 000 personnes, vous voyez l'impact. Et donc, il faut considérer que nous, dans le cadre de l'action du gouvernement souminois, qui a toujours recommandé une oreille attentive aux revendications. Ils sont payés avant, ils seront payés en janvier. Écoutez, le ministre des Finances a déjà, Doudou, Likoundé, a déjà pris un engagement là-dessus. Et lorsqu'il y a des flottements, si flottement il y a, ils prennent le soin de communiquer en amont. Et je pense que c'est un engagement qui est tenu mensuellement. Et donc aujourd'hui, il faut considérer plutôt que l'année se termine pour nous sous des bons auspices. En tout cas, pour ce qui concerne la cherté de la vie, j'ai parlé du carburant, j'ai parlé du prix du denrée, j'ai parlé de la stabilité du taux de change, qui fait qu'aujourd'hui, cette stabilité-là, c'est déjà quelque chose, mais qu'il faut consolider. Et donc, pour 2025, dans la droite ligne des efforts qui ont été consentis en 2024, ces efforts seront consolidés sur tous les plans. Si aujourd'hui, l'inspection générale de finances, qui a un rôle de vigilance sur comment nous dépensons, s'est réjoui de voir les progrès qui sont faits sous la conduite de Mme Souminois, ça veut dire que demain, les ressources seront mieux gérées et seront mieux reparties pour les Congolais. Mais je rappelle encore que ce n'est pas suffisant pour un pays de 100 millions d'habitants. Merci, monsieur le ministre. Qui a tous les besoins pour lesquels il faut répondre. À titre personnel, je vous transmets les remerciements des gens d'Mbujimaï où j'ai été, parce que vous avez encouragé la fondation qui est Mécha de Mme Céleste Mukuna pour les Noël offerts aux enfants d'Mbujimaï, plus de 3000 et les albinos. Quand vous serez en Mbujimaï, vous aurez ces remerciements de vive voix. Mais c'est une... vous savez, JMK, dans un pays comme le nôtre, lorsque justement l'État travaille pour apporter certaines réponses, lorsque les privés le peuvent, à travers des actes comme ceux-là, il faut les saluer. Il faut saluer cet acte d'altruisme qui, heureusement, parce que lorsque nous discutions à ces propos, va pas seulement rester chez vous en Mbujimaï, mais va traverser dans les autres provinces de la RDC. Monsieur le ministre, ce n'est pas une prédiction parce que mes oreilles ont sifflé que depuis quelques temps, qu'en début de l'année, il y aura un remaniement. Et encore dans mes oreilles, on m'a dit... Vous avez l'art de poser des questions à la personne à qui il ne faut pas les poser. Oui, d'accord. Et dans mes oreilles, on a encore dit que Mouyaya... non, écoutez, de toute façon... Je vous souhaite bonne année. De toute façon, sur ces questions, il y a deux personnes qui peuvent, le moment venu, vous donner des réponses. Mais c'est que je sais que tous les membres du gouvernement sont scrutés pour que nous puissions être efficaces. Mais vous êtes parmi les 50 personnes... Je vous souhaite... Qui ont influé en RDC, la liste est sortie. Hein. Parmi les 50 personnes influentes, Patrick Mouyaya, bonne année encore, meilleurs vœux. Bonne année à vous aussi. Et rendez-vous au gouvernement l'année prochaine. Voilà. Merci. Je vous laisse vous préparer pour Mbujimaï. Et en vous disant, c'est la dernière émission pour Patrick Mouyaya. Réagissez, comme vous le faites d'ailleurs. Prenez le temps de scruter tout ce qu'il a pu dire. Et si vous voulez répondre, le fauteuil est là. Sur ce, bonne soirée ou bonjour pour ceux qui nous suivent avec des cages horaires. À très bientôt. On doit savoir que la bête de l'événement est là. Et elle arrive. posa ya kosunga bango ebele ezali mais moyen eza moke yango na kolancer appel na bandeko nyonso oyo baolanda ngai oyo baza na moyen bakoki korejoindre ngai
tosangani ensemble na moke toza nango tosongi bango moto mosusu akozala po apesa aveugle azo neti aotiola epote eza susa benitio mpo na biso ntango ozopesa aveugle toza mpe kopambama bakonzi nde fu basunga bato ya boye po apesa bango makoki po akosensibilize meme baaveugle ya Congo. Fondation Alimasi Iyongo Eugénie toujours